Bonjour tout le monde, nous commençons la séance d'aujourd'hui, la séance d'algèbre, cours d'algèbre du vendredi 27 mars. Aujourd'hui, nous allons parler de trois notions importantes. Nous allons parler de la notion de famille libre, famille génératrice. Ensuite, nous parlerons de la notion de base et on terminera avec la notion de coordonnées par rapport à une base. Bon, avant de commencer, je rappelle que je vous avais laissé un exercice à traiter. La semaine dernière, je vous avais demandé de montrer que les vecteurs U1 égale 2,1 et U2 égale 1 moins 3 forment une famille génératrice de R2. Et je vous avais dit donc pour cela donc de partir de x, y égale alpha fois U1 plus bêta U2, faites entrer alpha, faites entrer bêta, et vous trouvez donc x, y égale 2 alpha plus bêta, virgule alpha moins 3 bêta. On identifie, c'est-à-dire 2 alpha plus bêta égale x, alpha moins 3 bêta égale y. Qu'est-ce qu'on cherche alpha et bêta? Parce qu'on veut montrer que x, y, x quelconque, y quelconque, s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et U2. Donc, c'est l'exercice que je vous avais laissé. Donc, vous trouvez un système linéaire. Et après résolution du système linéaire, même si c'est un système de 2, je vous conseille d'utiliser la méthode de pivot de Gauss. Et donc finalement, vous trouvez alpha égale 3x plus y sur 7, et vous trouvez que bêta égale x moins 2y sur 7. C'est-à-dire que alpha existe et bêta existe, puisque alpha c'est 3x plus y sur 7. Ça veut dire que alpha existe toujours. On n'a pas trouvé alpha égale racine de x. Par exemple, auquel cas vous allez me dire il faut que x soit positif pour dire que alpha existe. Non, là on trouve alpha égale 3x plus y sur 7 et bêta égale x moins 2y sur 7. C'est-à-dire quel que soit x, quel que soit y, au fait alpha et bêta existent. Voilà, et donc là, on vous aurait montré que finalement, le vecteur quelconque xy de R2 s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2, et donc finalement, U1 et U2 forment une famille génératrice de R2. Bien, donc avant de passer à la suite, là, s'il vous plaît, faites attention. Vous remarquez dans cet exemple que alpha et bêta, au fait, c'est une solution unique de votre système linéaire. Votre système linéaire admet une solution unique, donné par alpha égale 3x plus y sur 7 et bêta égale x moins 2y sur 7. Vous pouvez traiter quelques exemples, donner à x et y quelques valeurs. Prenez x égale 1, y égale 2, prenez x égale 3, y égale moins 3 par exemple. Prenez et calculez alpha bêta. Là donc alpha et bêta existent et ils sont uniques. C'est-à-dire que tout vecteur x, y de R2 s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et U2, et ceci de manière unique. Et au fait, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir que finalement, ceci nous permet de conclure que U1, U2, non seulement c'est une famille génératrice, mais ceci nous permet de montrer que c'est également une base. Pourquoi? Parce que je dis alpha et bêta existent et sont uniques. Et on verra également que alpha qui est égal à 3x plus y sur 7 et bêta qui est égal à x moins 2y sur 7, au fait, c'est ce qu'on va appeler les coordonnées du vecteur x, y par rapport à la base U1, U2. Bon, on n'y est pas encore, donc je disais, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour l'instant, simplement, donc je suis revenu sur la correction de l'exercice que je vous ai laissé et je vous demande vivement de faire les exercices que je vous demande si vous voulez bien comprendre. Yani, ne vous contentez pas simplement des explications du prof. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, faites les exercices que je vous demande de faire, même s'ils sont simples. C'est à travers les exercices simples qu'on comprend. Bien, alors maintenant, donc passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la notion de famille libre, famille génératrice, où on dit également vecteur linéairement dépendant ou vecteur linéairement indépendant. Bien, s'il vous plaît, vous pouvez suivre avec moi sur vos polycopiés. Donc, on va reprendre l'habitude de l'amphi. Rappelez-vous, chaque fois qu'on commence le cours dans l'amphi, je vous dis polycopie du cours à côté de vous pour suivre avec moi. Parce que de toute façon, les diapos que je projette, ce sont les diapos que vous avez sur le polycopier. Donc, suivez avec moi sur le polycopier, s'il vous plaît. Bien, alors, bon, on va essayer d'accélérer à partir de cette séance parce que le programme, il est un peu lent.
Je suis allé doucement, les premières séances du cours, comme j'ai dit, c'est pour vous mettre un petit peu dans le bain, dans le cadre. Mais maintenant, j'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. Donc, on va essayer d'accélérer. Surtout pour la raison suivante. Rappelez-vous, lorsque nous avons commencé le cours d'algèbre linéaire, on n'a pas commencé avec les espaces vectoriels. Nous avons passé beaucoup de temps sur la résolution des systèmes linéaires. Nous avons commencé notre cours d'algèbre linéaire avec les systèmes linéaires. Et j'ai passé beaucoup de temps, presque 2 séances, la première séance du cours et la première séance de travaux dirigés, à vous expliquer la méthode de pivot de Gauss. Donc à partir de ce moment, je ne reviens plus sur les systèmes linéaires et je ne reviens plus sur la méthode de pivot de Gauss. La méthode de pivot de Gauss, c'est une arme redoutable dont on dispose maintenant. Et vous allez voir aujourd'hui, on va parler donc de famille libre, famille liée, nous allons parler de base, nous allons parler de coordonnées et vous allez voir que tout cela se ramène à la résolution de systèmes linéaires et donc finalement à la méthode de pivot de Gauss pour la résolution des systèmes linéaires. Donc, chaque fois maintenant que je vais arriver à un système linéaire, je vais vous dire terminez le travail, méthode de pivot de Gauss, et voilà la solution que vous allez trouver. Voilà, donc c'est pour ça que nous allons commencer à accélérer maintenant. Alors, première définition, une famille est dite liée, au fait, une famille de vecteurs U1, U2 jusqu'à UP, un nombre quelconque de vecteurs. La famille est dite liée où les vecteurs sont dits linéairement dépendants lorsque l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. C'est-à-dire il y a un des vecteurs qui s'est glissé dans la famille, qui est combinaison linéaire des autres, et en quelque part il est de trop, au fait on peut l'enlever. Autrement dit, une famille est liée équivalent. Il existe une suite de coefficients alpha 1, alpha 2, alpha p, des nombres réels non tous nuls, tels que alpha 1 fois U1 plus alpha 2 fois U2, etc. plus alpha p fois UP égale 0. C'est-à-dire une famille liée, ou bien les vecteurs sont linéairement dépendants, ça veut dire qu'il y a des coefficients réels non tous nuls, tels que la combinaison linéaire obtenue avec ces coefficients, alpha 1 fois U1 plus alpha 2 fois U2, etc. plus alpha p fois UP, nous donne le vecteur nul. En effet, supposons que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Ça veut dire quoi? Eh bien, supposons que c'est le vecteur U1. Supposons que nous avons 3 vecteurs, U1, U2, U3. L'un est combinaison linéaire des autres. Supposons que c'est le vecteur U1. Si ce n'est pas U1, si c'est U2, bah on va faire le même raisonnement. Si ce n'est pas U2, c'est le vecteur U3, nous allons faire le même raisonnement. C'est simplement pour fixer des idées. Je dis supposer que U1 est combinaison linéaire de U2 et U3. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur U1 égale un coefficient alpha fois U2 plus un coefficient bêta fois U3. Ne pensez pas à alpha et bêta. Pensez à U1 égale alpha U2 plus bêta U2. Quel est le coefficient de U1? C'est 1. Si vous faites passer alpha et bêta de l'autre côté, ça nous donne 1 fois U1 plus bêta, moins alpha fois U2 moins bêta fois U3 égale le vecteur nul. Le coefficient de U1, c'est 1. Et il est non nul. Donc finalement, on a une combinaison dont les coefficients ne sont pas tous nuls, qui nous donne égal vecteur nul. Voilà, ça c'est une façon de dire la famille est liée. Donc une famille est liée, ça veut dire qu'il y a une suite de coefficients non tous nuls qui nous donne le vecteur nul. Évidemment, parce que si vous prenez alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, alpha p égale 0, forcément vous obtenez le vecteur nul. Multiplié par n'importe quel vecteur. Donc là, s'il vous plaît, la famille est liée, ça veut dire qu'il y a des coefficients non tous nuls qui nous donnent, quand on fait la combinaison linéaire, on obtient le vecteur nul. Bon, de toute façon, c'est pas ça qu'on va utiliser pour montrer qu'une famille est libre ou une famille est liée. On en parlera tout à l'heure. Ça, c'est simplement pour illustrer cette idée qu'une famille est liée lorsqu'il y a une suite de coefficients non tous nuls qui nous donnent le vecteur nul. Parce que je répète, si les coefficients sont nuls, c'est évident qu'on va obtenir le vecteur nul. Alors, un exemple, regardez ces 3 vecteurs-là, comme je disais, suivez avec moi sur vos polycopiés.
vous avez le vecteur U1 qui est égal 2, 1, 3, le vecteur U2 égale 3, 5, moins 2, le vecteur U3 égale 13, 17, 0. A priori, à coup d'œil, on ne peut pas savoir si l'un est combinaison linéaire des autres ou non. C'est pas évident. Mais au fait, c'est un exemple que j'ai fabriqué. Au fait, moi, j'ai pris 2 fois U1 plus 3 fois U2. Ça m'a donné 13, 17, 0. Bon, je l'ai caché. Et je vous donne le vecteur U3 que j'ai obtenu. Donc, a priori, à coup d'œil, je dis, si vous regardez U1, U2, U3, vous ne pouvez pas vous rendre compte directement qu'ils sont linéairement dépendants. Mais là, au fait, je vous dis, on remarque que l'on a, parce qu'au fait, comme j'ai dit, j'ai fabriqué cet exemple, j'ai obtenu U3 tout simplement en faisant 2 fois U1 plus 3 U2. Et donc là, je vous le dis, on remarque que l'on a U3 égale 2 fois U1 plus 3 fois U2. Effectivement, prenez le vecteur U1, vous le multipliez par 2. Le vecteur U2, vous le multipliez par 3. Faites la somme et vous trouvez 13, 17, 0. Ça veut dire le vecteur U3. Donc, du moment que U2, U3 égale 2 fois U1 plus 3 fois U2, donc si vous faites passer U3 de l'autre côté, ça vous donne 2 fois U1 plus 3 fois U2 moins U fois 3 égale 0. Ça, c'est simplement pour revenir à ce qu'on disait. Au fait, il y a des coefficients, non tous nuls. Au fait, le coefficient de U1, c'est 2, le coefficient de U2, c'est 3, le coefficient de U3, c'est moins 1. Et quand on fait cette combinaison linéaire, on trouve le vecteur nul. Voilà, on a une suite de coefficients non tous nuls qui nous donne le vecteur nul. Ça, c'est pour dire U1, U2, U3. Au fait, ils sont linéairement dépendants ou bien ils forment une famille liée. Alors, comme je disais, quand vous êtes devant un exercice, est-ce que la famille suivante est liée ou libre? Donc, vous allez voir, on ne cherche pas à voir est-ce qu'elle est liée. Plutôt, on va chercher à démontrer est-ce qu'elle est libre ou non. Alors maintenant, le contraire de famille liée, c'est famille libre. Quand on dit une famille de P vecteurs U1, U2 jusqu'à UP est une famille libre, ou bien on dit les vecteurs sont linéairement indépendants, eh bien ça veut dire qu'aucun des vecteurs ne peut être extrait ou bien n'est combinaison linéaire des autres vecteurs. Aucun vecteur de la famille n'est combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille. Ils sont complètement indépendants. Linéairement, je parle. Alors là, vous faites attention, s'il vous plaît. Donc, définition ou bien d'une famille libre. Je rappelle, libre, c'est le contraire de lié. Quand une famille n'est pas libre, alors il est lié. Et s'il n'est pas lié, c'est qu'il est libre. Alors, une famille F est une famille libre, ou bien les vecteurs sont linéairement indépendants, équivalents. Si on se donne une suite de coefficients, alpha 1, alpha 2, alpha p, tels que alpha 1 fois U1 plus alpha 2 fois U2 plus alpha, etc., plus alpha p fois UP égale vecteur nul, alors forcément, tous ces coefficients sont nuls. Autrement dit, il n'y a aucune suite de coefficients alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p, aucune suite telle que les coefficients ne sont pas tous nuls, qui nous donne le vecteur nul. S'il y a une suite, alpha 1, une suite de coefficients, alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 jusqu'à plus alpha p fois UP, qui nous donne le vecteur nul, forcément tous les coefficients doivent être nuls. Ça, c'est le contraire de famille liée. Et s'il vous plaît, rappelez-vous de ça, ça sera toujours ça, votre point de départ. Quand on vous donne une suite de vecteurs et on vous demande est-ce que cette famille est libre ou elle est liée, ce sera ça votre point de départ toujours. Vous partez de, vous prenez, par exemple, nous sommes dans R3, on vous donne 3 triplés, 3 vecteurs. Et on vous dit, est-ce qu'ils forment une famille libre ou liée de R3? Quel est le point de départ? Vous prenez alpha, un coefficient quelconque, alpha fois le premier vecteur, fois le premier triplé, plus bêta fois le deuxième triplé, plus gamma fois le troisième triplé, généralement on prend alpha, bêta, gamma, fois le troisième vecteur, égale vecteur nul. Remplacez les vecteurs qu'on vous donne, U1 par sa valeur, remplacez U2 par sa valeur, remplacez U3 par sa valeur. C'est un peu comme l'exercice avec lequel on a commencé. Et vous mettez égal vecteur nul, faites entrer alpha, faites entrer bêta, faites entrer gamma,
Et vous procédez par identification. Ça veut dire première composante égale 0, deuxième égale 0, troisième égale 0, parce que au fait c'est égal au vecteur nul. Et ça va vous donner un système linéaire à résoudre. Méthode de pivot de Gauss. Si à la fin vous trouvez que le système il a une solution unique, alpha égale 0, bêta égale 0, gamma égale 0, c'est que votre famille est libre. Sinon, c'est que votre famille est liée. Alors là, vous avez un petit exemple sur le polycopier. Donc là, ce sont deux vecteurs de R3. Et on vous demande, vous avez le vecteur U1 qui est égal à 1, 2, 1, le vecteur U2 qui est égal à 1, 0, moins 1. Alors, est-ce que c'est une famille libre? Regardez le point de départ, alpha fois le premier, plus bêta fois le deuxième, égale vecteur nul. Équivalent, donc je remplace U1 par sa valeur, je remplace U2 par sa valeur, faites entrer alpha, faites entrer bêta. Voilà, et vous procédez par identification. Première composante égale 0, deuxième composante égale 0, troisième composante égale 0. Et là, vous trouvez, parce que ça c'est un cas qui est simple, vous trouvez alpha égale 0, bêta égale 0. Solution unique. Donc votre famille, elle est libre. À ce niveau-là, s'il vous plaît, une petite remarque. Cette remarque, au fait j'en parle maintenant quand on parle de famille libre, et je ferai la même remarque lorsqu'on va parler d'application linéaire et lorsqu'on va parler du noyau d'une application linéaire, ce qu'on va appeler le caire de f. Au fait, je vais formuler la même remarque. Donc la même remarque, je la formule deux fois. Maintenant, en parlant de famille libre liée, et après, lorsqu'on va parler du noyau d'une application linéaire. Pour répondre, donc je résume, je répète, pour savoir si une famille de vecteurs est libre ou liée, le point de départ, au fait, on cherche à savoir est-ce qu'il est libre. Alors, pour savoir s'il est libre, on utilise donc cette équivalence. Une famille de vecteurs U1 jusqu'à UP est libre. Je rappelle le point de départ, prenez vos vecteurs. Le premier, vous le multipliez par alpha 1, le deuxième par alpha 2, etc. Le PM vecteur, vous le multipliez par alpha P et vous faites égal vecteur nul, évidemment, de l'espace où nous sommes. Quand nous sommes dans R3, le vecteur nul de R3, c'est le triplet 0, 0, 0. Quand nous sommes dans R2, le vecteur nul, c'est le couple 0, 0. Si nous sommes dans Rn d'une manière générale, le vecteur nul, c'est 0,0, etc. 0 n fois. Et donc, je disais, vous remplacez U1 par sa valeur, U2 par sa valeur, faites entrer les coefficients alpha 1, alpha 2, donc faites la somme, et par identification, je dis, vous tombez, vous êtes devant un système linéaire à résoudre. Simplement, ce système linéaire, je dis, dans le cas où on cherche à montrer qu'une famille est libre, et je ferai la même remarque lorsqu'on va chercher le noyau d'une application linéaire. Donc on tombe sur un système linéaire dont le second membre, c'est toujours des 0, 0, 0, 0. Et lorsque les premières séances de ce cours, lorsqu'on a parlé de résolution de système linéaire, je vous avais parlé de ce qu'on appelle un système homogène. Un système linéaire homogène, je rappelle, c'est quoi un système linéaire homogène? Quand le second membre, c'est 0. Autrement dit, la première équation du système égale 0, la deuxième égale 0, et la dernière égale 0. C'est quoi la particularité d'un système homogène? Rappelez-vous, dans le cas général, qu'est-ce qu'on avait dit sur les systèmes linéaires? Les systèmes linéaires, au fait, il y a trois cas. Soit un système linéaire, il n'a aucune solution, ou bien il a une solution unique, ou bien il a une infinité de solutions. Alors s'il vous plaît, quand vous êtes devant un système homogène, homogène avec H, homogène, ça veut dire le second membre, je rappelle, ce sont des zéros. Rappelez-vous, et ça j'en avais parlé lors des premières séances, un système homogène a au moins une solution. C'est-à-dire que quand vous voulez montrer que votre famille est libre, et vous êtes en train de résoudre votre système linéaire qui est homogène avec la méthode de pivot de Gauss. Rappelez-vous, il a au moins une solution. Effectivement, si vous prenez tous les coefficients, si vous prenez alpha égale 0, alpha 2 égale 0, alpha p égale 0, c'est une solution du système. Donc voilà, un système homogène, il a soit une solution unique, ça veut dire tout alpha 1 égale 0 jusqu'à alpha p égale 0, soit il a une infinité de solutions. Donc un système homogène, ne me dites pas, il n'a pas de solution.
Soit il a une solution unique, je répète, soit il a une infinité de solutions. Donc, quand vous voulez montrer que votre famille est libre et vous êtes devant votre système linéaire qui est homogène, rappelez-vous, là, vous avez uniquement deux cas. Soit il a une solution unique, tous les coefficients alpha 1, alpha 2, ils sont nuls, tous. Auquel cas votre famille est libre. Soit vous êtes devant le deuxième cas. Il a forcément une infinité de solutions. Et là, votre famille est liée. Voilà. Donc, en résumé, vous voulez montrer qu'une famille est libre ou liée. C'est ça le point de départ, s'il vous plaît. Donc, cette diapo, mettez du fluorescent sur cette diapo comme on a l'habitude de faire. C'est ça le point de départ. Donc, vous tombez sur un système linéaire homogène, méthode de pivot de Gauss, vous devez le résoudre. Si vous trouvez qu'il a une solution unique, alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, etc., alpha p égale 0, votre famille est libre. Sinon, votre famille est liée. Bon, la même chose comme la semaine dernière, je vous donne par exemple le même exemple. Les exemples donc dans R2 de U1 et U2. L'exemple dans R2 de U1 et U2, là je vous demande de montrer que c'est une famille libre. Alors, je vous laisse réfléchir 30 secondes. Comment montrer que cette famille est libre? Est-ce qu'on a besoin de refaire les calculs? Là, la semaine dernière, je vous avais demandé de montrer qu'il est génératrice. Et au fait, vous êtes parti de x, y égale alpha fois U1 plus bêta fois U2. Maintenant, si vous voulez montrer qu'il est libre, c'est presque la même chose. Enfin, c'est un cas particulier. Vous allez écrire alpha fois U1 plus bêta fois U2 égale 0, 0. C'est comme si vous avez x égale 0, y égale 0. Bon, nous, on a résolu ce système linéaire. C'est ce que j'ai fait au début de cette séance. Et je vous avais dit, on avait trouvé alpha égale 3x plus y sur 7 et bêta égale x moins 2y sur 7. Je parle à ceux qui ont fait l'exercice. Donc, si x égale 0, y égale 0, ben vous trouvez alpha égale 0 et bêta égale 0. Donc, cet exercice, ce n'est pas la peine de le refaire. Il a donc alpha fois U1 plus bêta fois U2 égale vecteur nul 0, 0, vous donne alpha égale 0, bêta égale 0. Donc, c'est une famille qui est libre. Bon, donc, cette famille, la semaine dernière, on a montré qu'elle est génératrice. Là, je vous dis, il est libre. Au fait, c'est ce qu'on va appeler une base. Donc maintenant, on passe à la deuxième notion d'aujourd'hui, base d'un espace vectoriel. Donc finalement, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est quoi une base? Définition d'une base. Une base, alors on la note B. Hein? Une famille, on la note F. Là, pour distinguer, ben, une base, on note B. Alors, une base, c'est une famille de vecteurs qui est à la fois génératrice et libre. Voilà, c'est ce qu'on disait avant. Au fait, c'est une famille génératrice qui contient le minimum de vecteurs. Donc, une famille génératrice, une base, c'est une famille génératrice et une famille libre. Bon, au fait, famille génératrice, ça, on en a déjà parlé. Ça veut dire que tout vecteur de l'espace vectoriel E s'écrit en combinaison linéaire de U1, U2 jusqu'à UN. Là, au fait, je prends la notation N. Là, je n'écris plus P, j'écris N, parce que finalement, ce nombre de vecteurs, qui est le nombre de vecteurs de la base, c'est ce qu'on va appeler la dimension. Donc, voilà. Une base, c'est une famille qui est génératrice. Ça veut dire que tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire. Maintenant, il est libre. Alors, le fait qu'il est libre et que les vecteurs sont linéairement indépendants, au fait, nous allons voir que cela signifie que tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire, oui, parce qu'elle est génératrice, mais de manière unique. Et c'est ce qui est important, au fait, parce que la famille est libre ou parce que les vecteurs sont linéairement indépendants. Alors, je prends l'exemple simple de la semaine dernière, ce qu'on avait noté E1, hein, là nous sommes dans R3, ce qu'on avait noté E1, donc le triplet 1, 0, 0, le triplet 0, 1, 0, le triplet 0, 0, 1, qu'on avait noté E1, E2, E3. On avait vu la semaine dernière que c'était une famille génératrice. Elle est facile, donc là, suivez sur le polycopier de vérifier que c'est une famille libre ou bien que les vecteurs E1, E2, E3 sont linéairement indépendants. Donc voilà, le même point de départ, alpha fois le premier plus bêta fois le deuxième plus gamma fois le troisième égale vecteur nul.
puisque nous sommes dans R3, donc le triplet 0, 0. Regardez, faites entrer alpha, faites entrer bêta, faites entrer gamma, égale 0, 0. Vous procédez par identification. Première composante égale première composante, deuxième composante égale deuxième composante, troisième composante égale troisième composante. Et là, vous avez directement alpha égale 0, bêta égale 0, gamma égale 0, forcément. Donc, c'est que ces trois vecteurs U1, U2, U3 sont linéairement indépendants. Et comme ils forment une famille génératrice de R3, donc ça c'est une base de R3. Et c'est ce qu'on va appeler dorénavant la base canonique de R3. Bien, voilà. Donc en résumé, une base c'est une famille qui est génératrice et libre en même temps. Ça a quoi comme conséquence? Voilà. Maintenant, on arrive à la chose la plus importante à retenir sur une base. La propriété caractéristique d'une base. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait dit sur les sous-espaces vectoriels. On avait parlé de la propriété caractéristique de sous-espaces vectoriels. Là, je parle de propriété caractéristique de base. Qu'est-ce que c'est qu'une base? Au fait, c'est la chose suivante. Alors, B est une base d'un espace vectoriel E, quelconque. Pour nous, c'est Rn. Alors, équivalent, s'il vous plaît, tout vecteur de E, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de la famille B ou bien de la base B, et ceci de manière unique. Donc, c'est souligné sur le polycopier de manière unique. Tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire, et ceci de manière unique. Donc, si vous voulez, c'est ce qui résume un petit peu la définition. Au lieu de dire famille génératrice et famille libre, ben, ça veut dire quoi, génératrice et libre? Ça veut dire justement que tout vecteur de l'espace vectoriel et les combinaisons linéaires, ça on le sait parce que c'est une famille génératrice, mais il s'écrit de manière unique. Et c'est ça le plus important. Donc, une base, c'est une famille de vecteurs tel que tout vecteur de l'espace vectoriel E où nous sommes s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la base, et ceci de manière unique. Alors voilà, suivez avec moi sur le polycopier. Donc c'est écrit avec des quantificateurs. B est une base de E équivalent, quel que soit U, le vecteur de E. Il existe avec le point d'exclamation, le point d'exclamation, ça veut dire il existe un unique. Alpha 1, il existe un unique alpha 2, il existe un unique alpha n, des nombres réels, des scalaires, des coefficients, tel que notre vecteur U s'écrit ce coefficient alpha 1 qui est unique fois U1, plus alpha 2 fois U2, etc., plus alpha n fois UN. Alors, ces coefficients alpha 1, alpha 2, alpha n qui sont uniques, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur U dans la base B. Les coordonnées, c'est un peu comme le unwan, les coordonnées, parce que nous, dans notre vie courante, on parle de coordonnées. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, donnez-moi vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Quand vous avez un numéro de téléphone, il correspond à une seule personne. Et dès que vous composez ce numéro, c'est cette personne qui va vous répondre. Ou bien, par exemple, quand vous envoyez un courrier, vous écrivez une lettre, vous mettez une adresse. Vous écrivez l'adresse, vous postez votre courrier. Vous écrivez à quelqu'un qui est quelque part dans le monde, peut-être il est aux États-Unis, quelque part en Californie. Dès que vous écrivez l'adresse, vous postez la lettre, eh bien, ils vont s'occuper de transmettre votre lettre à cette personne, une personne unique qui se trouve quelque part en Californie, aux États-Unis, et ils vont lui remettre la lettre. Donc, l'adresse correspond à une personne unique. Là, c'est un petit peu la même chose quand on parle du coordonné du vecteur. Si vous voulez, c'est un peu l'adresse du vecteur. Dès que vous me donnez alpha 1, alpha 2, alpha n, je peux vous dire de quel vecteur il s'agit. Donc, les réels, alpha 1, alpha 2, alpha n, c'est ce qu'on appelle donc les coordonnées du vecteur U dans la base B. Autrement dit, c'est son adresse. Dès qu'on connaît ces réels, ces coordonnées, ben on peut savoir de quel vecteur il s'agit. S'il vous plaît, on parle du coordonnées du vecteur U dans la base B. Parce que c'est ça ce que nous allons voir. C'est que dès qu'on change de base, les coordonnées changent. Donc on précise les coordonnées du vecteur B, du vecteur U dans la base B en question. Voilà, je parle de la preuve de la propriété caractéristique. Donc je disais qu'il est un classique. Supposons, donc suivez avec moi sur le polycopier, supposons qu'un vecteur quelconque admet
deux écritures différentes. Supposons qu'il s'écrit alpha 1 fois U1 plus alpha 2 fois U2, etc. plus alpha n fois UN. Je rappelle U1, U2, UN, c'est notre base. Et supposons qu'il admette une deuxième écriture. Supposons qu'il s'écrit également bêta 1 fois U1 plus bêta 2 fois U2, etc. plus bêta n fois UN. Ben, il suffit donc d'écrire donc les deux écritures, l'une égale l'autre, ça veut dire U égale première écriture avec les alphas, également égale l'écriture avec les bêtas. On fait tout passer d'un côté et ça nous donne, entre parenthèses, alpha 1 moins bêta 1 fois U1 plus alpha 2 moins bêta 2 fois U2, etc. plus alpha n moins bêta n fois UN égale vecteur nul. Et comme notre famille est une famille libre, donc forcément, alpha 1 moins bêta 1 égale 0. Le nombre réel 0. De même, alpha 2 moins bêta 2 égale 0, etc. De même, alpha n moins bêta n égale 0. Donc, vous faites alpha 1 égale bêta 1, alpha 2 égale bêta 2, alpha n égale bêta n. Autrement dit, c'est la même écriture. Donc, le vecteur n'admet pas deux écritures différentes. Au fait, c'est la même écriture. Voilà, donc ça c'est la preuve de la propriété caractéristique d'une base. Comme je disais, c'est un classique, il est facile à comprendre et je sais par habitude que la plupart des étudiants arrivent à la comprendre sans problème. Voilà, donc je reviens sur donc cette troisième notion sur laquelle j'insiste aujourd'hui. Je rappelle, la première notion c'était famille libre, familier. La deuxième c'est la notion donc de base, et maintenant la notion de coordonnées. Donc je rappelle, c'est coefficients, c'est scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha n qui sont uniques. C'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur U dans la base B. À ce niveau-là, donc une petite remarque s'il vous plaît, je reviens sur la propriété caractéristique parce qu'elle est très importante. Si nous avons une famille de vecteurs, comment on montre que c'est une base? Bon, on ne va pas s'amuser à montrer qu'elle est à la fois génératrice et libre. C'est vrai que ça, je le donnais comme exercice aux étudiants il y a une dizaine d'années. C'est vrai que, mais il faut savoir qu'il y a 10 ans, les étudiants travaillent un peu plus que vous maintenant. Alors, on s'amusait à montrer qu'il était génératrice. Deuxième étape, on s'amuse à chercher qu'il est libre. Ça se ramène toujours à la résolution de systèmes linéaires. Bon, maintenant, je vous propose une deuxième méthode, quoique nous allons voir par la suite, parce que je n'ai pas encore parlé de déterminants. Nous allons voir après que pour montrer qu'une famille est une base, il suffit de calculer le déterminant et il faut qu'il soit différent de 0. Mais bon, cette méthode, nous allons en parler, elle permet de montrer uniquement que c'est une base. Par contre, s'il vous plaît, la propriété caractéristique, elle est très importante. Pourquoi? Alors, on va la lire dans les deux sens. Dans le sens, alors, B c'est une base, implique tout vecteur de E et combinaison linéaire des vecteurs de B, et ceci de manière unique. Maintenant, s'il vous plaît, il faut la lire dans l'autre sens. Tout vecteur de E et combinaison linéaire des vecteurs de B, et ceci de manière unique, implique que c'est une base. Donc la propriété caractéristique va nous donner une méthode très puissante pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base. On va faire d'une pierre deux coups, Et je vais vous laisser deux exercices maintenant pour comprendre cette propriété caractéristique. Quels sont les deux coups qu'on va faire? Si on arrive à montrer que tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de B, et ceci de manière unique, ça nous permet de montrer d'abord que c'est une base, et en même temps, nous avons les coordonnées. Et c'est ça ce qui est important. Alors, je vous donne un exemple. Et on terminera avec ça aujourd'hui. Exercice. Alors, vous l'avez sur, vous pouvez les copier. Montrez que les vecteurs U1 et U2 forment une base de R2. Donnez les coordonnées du vecteur U dans cette nouvelle base. Pourquoi? Parce qu'on va voir que R2 a déjà une base qu'on va appeler la base canonique. Nous avons parlé de la base canonique de R3. Bon, la séance prochaine, on va revenir sur la base canonique de R3 et on va revenir sur la base canonique de R2. Mais ces deux exercices donc, avec lesquels je termine aujourd'hui, c'est pour illustrer cette idée de propriété caractéristique qui nous permet de montrer, je disais, d'une pierre deux coups, d'abord que nous avons une base et ensuite qui nous permet de trouver les coordonnées. Bien, donc regardons cet exercice. Montrez que les vecteurs U1
Au fait, c'est le couple 1-1, nous sommes dans R2. Et U2, c'est le couple 1-1, forme une base de R2. Bien. Alors, s'il vous plaît, donc, je vous donne des indications. Je vous explique cet exercice. Et après, donc, je vais vous laisser le deuxième exercice qui est un peu plus lent. Dans R3, je vous laisse le faire. Et donc, je le corrigerai la semaine prochaine. Voilà. Pour le premier cas, dans R2, je reviens sur la propriété caractéristique. Si on veut montrer que ces deux vecteurs forment une base de R2, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que tout vecteur de R2, ça veut dire tout couple XY de R2, s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2, et ceci de manière unique. Au fait, c'est exactement la même chose que l'exercice avec lequel j'ai commencé la séance, quand je vous avais dit, remarquez que alpha est unique et bêta est unique. Alors, on refait la même chose avec cet exercice. Voilà. Voilà. Quel est le point de départ? Donc, s'il vous plaît, voilà. Prenez une feuille et partez de... Prenez un vecteur quelconque, donc de R2. Vous l'écrivez XY égale alpha fois U1 plus bêta fois U2. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que alpha et bêta existent toujours, quel que soit XY, ils sont uniques. Je reviens encore sur la propriété caractéristique. On doit montrer que tout vecteur, donc XY de R2, s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, U1, U2, et ceci de manière unique. Voilà, donc, voilà, je reprends l'exercice. Prenez donc un couple quelconque, un vecteur quelconque de R2, X, Y. Vous mettez égal alpha fois le premier, ça veut dire le couple 1-1, plus bêta fois le deuxième, ça veut dire 1-1. Faites entrer alpha, faites entrer bêta. Et ça vous donne donc XY égale alpha plus bêta, virgule, alpha moins bêta. Alors, on identifie. Et ça nous donne un système linéaire à résoudre, un système linéaire, deux équations, deux inconnues. Ça nous donne alpha plus bêta égale x, j'en parle oralement. Et alpha moins bêta égale y. Voilà. Donc, à résoudre, et comme je vous avais dit, je ne veux plus parler de système linéaire et de méthode de pivot de Gauss. On en a déjà parlé, on a passé assez de temps sur la méthode de pivot de Gauss. De toute façon, ceux qui ont fait tous les exercices qu'on avait traités au début du cours, ils maîtrisent parfaitement bien maintenant la méthode de pivot de Gauss. Bon, vous allez me dire ici, c'est un système linéaire de 2, on n'a pas besoin de la méthode de pivot de Gauss. Si je vous demande de le faire, c'est simplement pour pratiquer, pour maîtriser la méthode de pivot de Gauss. Mais effectivement, dans ce cas particulier, j'en parle oralement. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé alpha plus bêta égale x, alpha moins bêta égale y. Vous remarquez, il suffit de faire la somme des deux premières équations. Bêta disparaît, ça nous donne quoi? 2 alpha égale x plus y. Finalement, alpha égale x plus y sur 2. De même, si vous faites la première moins la deuxième, comme ça, rappelez-vous la première équation, c'est alpha plus bêta. La deuxième, c'est alpha moins bêta. Vous faites la première moins la deuxième, ça vous fait, donc alpha disparaît, ça vous fait 2 bêta égale x moins y. Ça veut dire bêta égale x moins y sur 2. On a terminé. On a terminé. Nous avons montré que c'est une base et nous avons les coordonnées. Pourquoi c'est une base? Parce que on est parti d'un couple quelconque, XY, un vecteur quelconque de R2, et on cherchait alpha, bêta, et on se rend compte à la fin que alpha et bêta existent, et ils sont uniques. Autrement dit, notre système linéaire admet une solution unique, donnée évidemment en fonction de XY. À quoi est égal alpha? Alpha n'a pas deux valeurs, n'a pas trois valeurs. Alpha forcément égale x plus y sur 2. Et bêta forcément égale x moins y sur 2. Donc finalement, tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et de U2. Et ceci de manière unique, parce que alpha existe, bêta existe, ils sont uniques. On n'a pas trouvé, quand on a résolu notre système, on n'a pas trouvé alpha égale ça, bêta égale ça, ou alpha égale ça, bêta égale ça, ou... Non, non, non. On a trouvé une solution unique. Alpha égale x plus y sur 2, bêta égale x moins y sur 2. Ils n'ont pas d'autre valeur. Donc finalement, notre vecteur quelconque xy, il s'écrit comme combinaison linéaire, et ceci de manière unique, je rappelle, parce que le système admet une solution unique. On n'a pas trouvé, le système n'a pas de solution.
Si j'avais trouvé le système n'a pas de solution, ça veut dire que le vecteur ne s'écrit pas comme combinaison linéaire. Donc ce n'est pas une base. On n'a pas trouvé une infinité de solutions, ça veut dire que le vecteur est écrit comme combinaison linéaire et ceci de plusieurs manières. Non, si on avait trouvé ça, ce n'est pas une base. On a trouvé que le vecteur quelconque de R de x, y, hein, s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et de U2, et ceci de manière unique. Il s'écrit comment? X, Y. Il s'écrit X plus Y sur 2. Ça, c'est notre alpha, fois U1. Plus X moins Y sur 2. Ça, c'est notre bêta, fois U2. Il a uniquement cette écriture. Donc, on a montré que c'est une base. Et justement, X plus Y sur 2, X moins Y sur 2, ce sont les coordonnées du vecteur XY dans cette base U1, U2. Prenez des exemples, donnez à X une valeur, donnez à Y une valeur, et vous avez votre X plus Y sur 2, votre X moins Y sur 2, ce qu'on a appelé les coordonnées. Au fait, ce sont les coordonnées du vecteur XY, le N1, son adresse, dans la base U1, U2. Voilà, donc, je répète, c'est vrai que par la suite, je le dis, on va utiliser une autre méthode que les étudiants préfèrent. Quand on va vous donner un certain nombre de vecteurs et on va vous dire, demandez de montrer sur une base, la plupart passent par le déterminant. Donc le déterminant, on en parlera la semaine prochaine, de manière générale, un déterminant d'ordre n. Mais je dis, quand on utilise le déterminant, ça permet de montrer que c'est une base, mais ça n'en donne pas les coordonnées. Et les coordonnées sont très importantes, c'est une question qui revient souvent dans les exercices. Donc on est obligé de passer par le système linéaire. C'est pour ça que je dis, la propriété caractéristique est très importante et il faut la lire dans le sens en montant. Si on arrive à montrer que tout vecteur s'écrit en combinaison linéaire et ceci de manière unique, eh bien, donc ça se ramène toujours à la résolution d'un système linéaire. Donc ça nous permet, je disais, de faire d'une pierre deux coups, ça nous permet de montrer que c'est une base et en même temps ça nous donne les coordonnées comme l'exemple qu'on vient de voir. Là, je l'ai fait oralement, vous le refaites. Et là, donc toujours sur le polycopie, je vous demande de faire l'exercice suivant qui est dans R3. Vous avez trois vecteurs, on vous demande de montrer que c'est une base et on vous demande de donner les coordonnées. Même principe, vous partez maintenant de X, Y, Z égale alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3. Faites entrer alpha, bêta, gamma, faites la somme, ça vous donne un système linéaire à résoudre. Méthode de pivot de Gauss et vous allez vous rendre compte que alpha égale temps, bêta égale temps, gamma égale temps. Ils sont uniques, c'est une base et ce sont les coordonnées du vecteur U dans cette nouvelle base. Voilà, faites cet exercice. Je vous donnerai la solution la semaine prochaine. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On a parlé de trois notions aujourd'hui, famille libre liée, notion de base et notion de coordonnées. Je vous remercie et donc à la prochaine séance. Inch'Allah.